Ça mon ref. Ça va au Tranquille, top. En forme. Ouais, Bon alors. écoute, Qu'est-ce c'est l'heure que du tu petit-déj. La première chose que je raconte, c'est ça. Et bon bah voilà, on est à Dubaï, on est dans ma résidence. On est chez moi. C'est très stylé mec hein. Moi j'adore ce quartier parce que je connaissais pas avant que je vienne la semaine dernière là. Il y a une vibe ici, tu vois ce que je veux dire. En mode, Je suis totalement d'accord. C'est un des rares quartiers de Dubaï où il y a de la nature en fait. Il y a de la nature et puis c'est plus posé qu'ailleurs. Qu'est-ce que t'aimes ici toi? La mer. Le premier truc que je kiffe, c'est la vue, la mer, être proche de l'eau, c'est super important pour moi. Ouais. Et ouais, le confort qui est ici et puis tout le luxe de cette tour quoi. Parce que au-delà d'habiter à Crabourg, j'habite vraiment dans une tour de fou. Ça s'appelle Adresse Grande et c'est tout nouveau, c'est sorti il y a genre 6-7 mois. Et c'est un petit peu le summum du luxe de ce qui se fait dans ce À quartier. Dubaï. Genre. Non, dans ce quartier surtout. Parce qu'après Dubaï, c'est grand. C'est vrai que mec, c'est fou que déjà tu viens et tous les matins t'as le petit déj qui est dressé. Bon là on peut pas montrer mais il y a vraiment un buffet de dingue quoi. Il y a un Pour moi, buffet de c'est tout le, quoi. C'est le summum justement comme tu dis parce que je connais pas une autre tour à Dubaï qui fait ça quoi. Perso. Mm. Tu vois, je dis la vérité, moi non plus. Mais cette tour, c'est un adresse, tu vois. Et adresse, c'est une marque. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que dans tous les adresses de Dubaï, il y ait le petit déjeuner Ouais, comme ça du matin, tu vois. Parce que je vis ici, dans le quartier résidentiel, mais c'est aussi un hôtel. Donc, c'est un hôtel 5 étoiles, tu vois. Donc, forcément, Ah ouais. dans tous les hôtels 5 étoiles, il y a les petits déjeuners le matin. C'est juste que comme on est résident, on en profite aussi. Ouais, The Adresse, il y en a un à la Marina, il y en a un downtown. Ok. Ah, je savais pas ça. Bon, c'est cool. En fait, si tu veux, il me semble que c'est le flagship de Emar. Donc Emar, c'est une société de construction ici, tu vois. Et c'est un petit peu leur produit phare, les Adresse Tower. Non, pour toi, c'est qui les meilleurs entre Emar, Meras, Damac? Toi, t'as fait plein de bâtiments à Dubaï. Ouais, T'as tourné quand même. j'ai fait pas mal de bâtiments à Dubaï. Et il y a une rumeur un peu sur Damac qui sort, c'est que les tours Damac et les bâtiments Damac, ils durent que 3-4 ans avant de complètement partir en ruine. Tu vois, pas partir en ruine, mais de s'abîmer vraiment beaucoup. Emar, ça m'est jamais arrivé. Et dans cet appartement, franchement, j'ai jamais eu de gros problèmes. J'ai jamais eu de problème de genre il n'y a plus d'eau ou il n'y a plus d'électricité, tu vois, des trucs qui peuvent arriver quand il y a des inondations comme il y a eu récemment, tu vois. Moi, j'ai jamais subi des trucs comme ça. Mais par contre, il y a des endroits comme la salle de bain ou la cuisine où je vois que le matériel se dégrade un peu plus rapidement qu'en France, par exemple. Toi, comment t'as vécu l'inondation là récemment? C'était assez ouf en vrai, pour tout Dubaï je pense. Moi comment je l'ai vécu, j'étais dans cette tour du coup, on sortait pas, je crois que c'était même déconseillé de sortir et tout parce qu'il y avait vraiment des grosses pluies de partout. T'as pas eu de galère quoi, ça je veux dire. Et si en fait, parce que pour manger en fait, comme on pouvait plus sortir, fallait qu'on commande, sauf que à quoi bon commander, il n'y avait plus de livreur vu que tout était inondé. Et donc on a quand même un dernier truc, c'est le room service. Et on a commandé au room service, sauf qu'il y avait toute la tour qui commandait au room service. Du coup, C'était débordé. Ouais, il nous disait, ok, on prend votre commande, mais on peut vous livrer dans 4 à 6 heures. Quoi? Ouais, 4 à 6 heures? ouais. Laisse tomber, moi Du j'ai... coup, tu devais prévoir, t'étais sur tes provisions. Parce que tu Bah, pouvais c'est- pas aller au supermarché. Il nous restait des agendas dans le frigo. On s'est nourri d'agendas, de frites au four, jusqu'à ce qu'on ait reçu notre... On avait pris un riz tikka masala, tu vois, qui arrivait genre à 4h du matin. Frites au four et agendas. Je te jure. C'est beau ça. Toi, t'es arrivé quand à Dubaï exactement? Pour la première fois, en 2022. Ouais. Mais J'avais- installé vraiment. Alors, en 2022, j'avais eu là
des opinions négatives sur Dubaï qu'on m'avait inventé, enfin que les médias français et tous les médias européens m'avaient inventé un peu, en disant ouais, Dubaï c'est construit par des esclaves, c'est que du faux, vous allez le sentir, c'est horrible à vivre, etc. La première fois que je suis allé, j'ai retourné ma veste à 360 degrés, j'ai dit en fait je kiffe cet endroit. Et j'y suis retourné ensuite en 2023 avec pour objectif d'y habiter. Donc j'ai fait tout 2023 entre Dubaï et les restes du monde en voyageant beaucoup. Et alors, en septembre 2023, du coup, je me suis installé ici pour 1 an. Donc là, c'est jusqu'à septembre 2024. Pour 1 an. Ouais. Et après, c'est quoi tes projets? Honnêtement, mettre un pied à terre en France. J'aime bien la France, je kiffe. Et donc faire un moitié-moitié entre la France et Dubaï plutôt que faire que Dubaï comme ce que je fais aujourd'hui. Donc en septembre, il y a mon bail qui se termine. Et je pense que de septembre à janvier prochain, je vais d'abord me faire kiffer en faisant des voyages genre Thaïlande, Costa Rica, des trucs comme ça, qui me tiennent à cœur, avant de revenir en France et de voir pour m'installer long terme. Pourquoi tu veux bouger en France? Qu'est-ce que t'aimes chez en France? La bouffe, déjà, c'est super important pour moi. Même si la bouffe ici est super bonne et tout, ouais. Je sais pas, genre je vois trop une différence entre ce que je mange en France. Moi, mes grands-parents, ils sont agriculteurs en Bretagne et tout. Et du coup, il y a les œufs que mes grands-parents me donnent sont énormes. Les poules et tout aussi, tu vois, je suis habitué à manger des trucs comme ça, ultra bio, ultra pur. Et partout où je vais, j'ai toujours ce manque de ce que je connais en France. Toi, c'est important pour toi de bien manger, Ouais, en fait, il y a bien manger et bien manger. Genre, je trouve que bien manger, manger des fruits, ok, c'est bien. Mais il y a une grosse différence entre cette personne-là et la personne qui mange des fruits bio, ultra purs, tu vois. Tu sais, t'as la théorie où en mode une pomme d'aujourd'hui, c'est équivaut à 100 pommes d'il y a 70 ans, tu vois. Et ouais, j'ai vu ça. Ouais, une pomme de mauvaise qualité d'aujourd'hui, ça vaut même pas un croc dans une pomme pure d'aujourd'hui. Par contre, au Japon, ils sont très à cheval sur justement toute l'agriculture. Et ils ont des normes totalement différentes qu'en Europe. Le pire, c'est aux States, mec. Il y a des très bonnes normes en Europe en soi. Ouais, encore. Donc pourquoi c'est important pour toi de bien manger, C'est quoi la philosophie derrière? C'est s'occuper de soi, c'est quoi? Honnêtement, quand j'étais petit, juste je le devinais. Dans le sens où quand j'allais chez mes grands-parents, je mangeais quelques plats, je me sentais totalement différent, beaucoup mieux, je me sentais trop bien, genre. Je pouvais pas l'expliquer. Et en 2022, c'est là où je me suis vraiment commencé à me renseigner sur tout ce qui est, si tu veux, théorie du complot, où on nous sert du poison, il y a du poison dans l'eau du robinet, des trucs comme ça, tu vois. Et c'était vraiment extrême, tu vois, parce que c'était vraiment des trucs complotistes. Mais à côté de ça, j'ai quand même énormément appris. Notamment, du coup, le pouvoir des fruits, le pouvoir de d'une bonne alimentation pour toi. Et en 2022, je vivais encore en France. Et c'est là où j'ai fait le test en achetant que du produit bio, que des trucs d'agriculteurs, des trucs comme ça. Et je me sentais vraiment super, super bien. Ici, j'ai tenté de le faire un peu. Il y a des agriculteurs que tu peux contacter sur WhatsApp et qui peuvent te livrer ton lait, par exemple, ou de la viande. Mais c'est juste pas au niveau de ce que j'avais en France. Et ça me manque et c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner. Toi, c'est vraiment la bouffe alors. En numéro 1, ouais. Intéressant. C'est pas la mentalité, c'est pas les gens, c'est pas l'environnement, c'est... Parce qu'en fait, tout ce qui est mentalité, environnement, etc., tu peux le contrôler par rapport à toi, comment tu te sens. Et je me sentais juste trop bien en France. Et je sais que quand tu te sens trop bien à l'intérieur, ta vie extérieure, elle est trop bien aussi, tu vois. 100%, mec. Justement, qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien? Tu veux dire maintenant ou qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Dans le sens où tu me dis que ta paix intérieure, entre guillemets, tu peux la contrôler. Comment est-ce que toi, tu relativises tout le temps? Est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que tu... Franchement,
Ouais, j'essaye d'apprendre de gens plus intelligents que moi déjà. Donc, lire des livres ou lire des quotes inspirantes, etc., ça peut aider. Parce que c'est des gens qui sont passés par des étapes qui peuvent être parfois plus dures que celles dans lesquelles tu es en train de passer. Et donc, pouvoir les lire et pouvoir les avoir en tête, ça t'aide à relativiser par rapport à peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu vois. Par exemple, des fois, tu peux avoir affaire à un idiot, et cet idiot-là, il peut te contrôler, il peut te manipuler, parce qu'il t'a énervé, et t'as perdu le contrôle de tes émotions. Ça peut se contrôler en sachant que c'était un idiot, et comment deal avec les idiots. Ça, tu peux l'apprendre dans les codes et dans les livres. Donc ça, c'est une façon pour moi déjà de contrôler mes résultats externes. La nourriture, il faut savoir que tous les aliments ne sont pas égaux. Il y a des choses qui te font me sentir vraiment bien de fou. Par exemple, les myrtilles glacées, ça c'est un truc que je mange quand je me sens pas bien, tu vois. Et ça m'aide à aller beaucoup mieux. Intéressant. La viande rouge, etc. Vraiment se renseigner sur la bouffe en soi, tu vois. La manière bouffe, mec, type. ça change tout sur ton mood. J'ai vu, je sais pas si t'as vu un documentaire sur Netflix récemment. Ils ont sorti un truc et ils expliquent que la bouffe, ça a un grand impact sur ta santé mentale, quoi. On s'en rend pas compte parce qu'il y a plein de mecs qui mangent de la merde et qui sont déprimés et faut pas s'étonner, quoi. Ouais, mais ces gens-là, ça suffit pas de leur dire il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ces gens-là, en fait, il faudrait qu'un jour, ils aillent en Bretagne, dans un endroit où ils peuvent manger des produits ultra frais, manger que ça pendant 5 jours, avoir un cahier avec eux où ils doivent noter comment ils se sentent et ne jamais oublier. Genre, ce carnet, ils doivent le garder sur eux ensuite quand ils vont ailleurs. C'est quoi toi ton goal? Genre t'as 60 ans, t'as fait toute ton oseille, c'est quoi? T'as envie de déménager dans une ferme, habiter dans la campagne, je sais pas. Franchement, ouais, il y a un entrepreneur qui m'inspire de fou, c'est Mark Zuckerberg. Et je trouve que ce mec, il a vraiment compris beaucoup de choses. C'est il travaille dans la tech, tu vois. Donc forcément, je vais un petit peu pas me comparer à lui, mais il va m'associer voilà, à lui. Et donc c'était un petit geek, tu vois, il était maigrichon et tout, dans son truc, en mode nerd. Ça a percé, ça a marché, et puis maintenant, ce que tu découvres de Zuck, c'est un mec qui a une femme, tu vois, à qui il est loyal et fidèle, il a des enfants, et il est en train de faire du coup des fermes, des trucs comme ça, tu vois. Là, il est en train de faire élever des wagyu, des bœufs wagyu, dans sa ferme, dans son ranch, et il mange du coup les trucs qu'il produit lui-même. Non mais pareil avec les potagers, les trucs comme ça. Ouais, de toute façon, tu peux être milliardaire, avoir tout l'oseille du monde, mais si t'es pas en bonne santé, ça sert à rien, quoi. Et si tu te sens pas bien avec toi-même, ça sert à rien non plus. Ouais. Je sais pas si t'as vu aussi Ty Lopez, tu connais, oui. Pareil, il est dans un délire de ferme, tu vois, il se filme dans sa ferme en train de faire de l'agriculture et tout, et je trouve ça grave sympa parce que, mine de rien, pour moi, plus t'es connecté avec la nature, plus t'es heureux. Ouais. Parce que, je sais pas si tu connais Rick Rubin. Ouais, bien sûr. J'aime beaucoup. Très direct, ouais. Il y a une citation de lui qui m'a assez marqué, où il dit It's all lies. Back to nature, the only truth. Pour ceux qui parlent pas anglais, en gros, c'est que des mensonges. La seule vérité, c'est la nature. Le retour à la nature et la vérité. Ouais, la nature, je peux pas mentir. Il n'y a pas de superficie à la truc, c'est ce que c'est et c'est tout, tu vois. C'est ça. Et pour moi qui ai grandi dans le sud de la France avec la mer, la montagne, la campagne. Les huîtres. Ouais. Les huîtres, non, on n'a pas d'huîtres ici. Ça dépend du sud de la France. Ça dépend si c'est ouest ou est. Après, je déteste les huîtres. Ok. Mais pour avoir grandi dans la nature, c'est vraiment un truc très très important. Et je comprends quand j'avais déménagé à Dubaï en septembre 2022, j'ai capté l'importance de la nature. Ouais. Parce que t'arrives ici et mine de rien, mec, c'est que du désert, quoi. C'est pour ça que je ne vivrai pas ici. C'est tout simplement pour cette raison que je ne vivrai pas à Dubaï.
c'est très bien, c'est très confortable, etc. C'est bien sur un point de vue financier, tu vois. Genre, tout le monde devrait créer sa boîte à Dubaï, tu vois, ça c'est non négociable, mec. 0% de taxes, c'est abusé. Puis la facilité et tout des infrastructures, c'est super. Mais il y a un cruel manque de nature. Et T'es un peu spirituel toi ou pas? ouais, beaucoup. Et ouais, parfois on peut vivre plus simplement, tu vois, ici c'est super luxueux, c'est super beau. Mais cette discussion, on aurait pu l'avoir dans un truc beaucoup plus simple en fait. On n'a pas besoin de dépenser autant pour penser pareil. Et tu comprends quand même que l'environnement, ça reste très important Ouais, pour toi, ouais. ou pas? Mais c'est plus moi comment je me sens que mon environnement qui m'influence, tu vois. Donc tu penses que ton environnement n'a pas d'impact sur toi? Maintenant que j'ai la connaissance, ouais, je pense que c'est ça. Pourquoi? Parce que t'as tellement confiance en toi et que t'as tellement, entre guillemets, tellement en paix avec toi-même que rien ne peut t'atteindre, entre guillemets. C'est pas vraiment ça, c'est plus que maintenant je sais ce qui me fait me sentir bien, ce qui me fait me sentir pas bien. J'ai beaucoup de connaissances qui me permettent de me protéger d'à peu près de beaucoup d'environnements. T'as plus de data quoi. Voilà. Tandis que je trouve que ton environnement peut te faire du mal quand tu vis déjà dans l'ignorance en fait. Et que du coup ton environnement il te donne aucune solution. Pour toi c'est quoi comment est-ce que tu... Qu'est-ce qui te rend heureux entre guillemets? C'est apprendre, c'est échanger, C'est créer. créer. Ce qui me rend heureux, c'est vraiment utiliser ma connaissance. La mettre au profit de quelque chose. Donc apprendre pour créer. Donc tu te considères comme un créatif. Ouais. C'est quoi ton processus de création? Comment est-ce que tu t'inspires? Comment est-ce que tu as des nouvelles idées? Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est de lire? Est-ce que c'est d'écouter des podcasts? Est-ce que c'est... Déjà, je pense que pour bien créer, c'est important de s'ennuyer. C'est marrant que tu dis ça. Parce que j'ai vu un podcast récemment de Andrew Gorman qui fait un podcast avec Adam Grant. C'est un docteur je sais plus quoi, en psychologie ou quelque chose comme ça. Et il explique que les plus grandes inspirations, elles viennent du fait de procrastiner. Donc quand tu t'ennuies quoi. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord sur ça. Créer, c'est vraiment un métier à part entière dans lequel ne rien faire, c'est déjà faire beaucoup. Parfois, quand tu veux vraiment tout le temps créer quelque chose, forcément à un moment donné, ça va être moins bien de ce que tu voulais faire de base. Tandis que des fois, ne rien faire, c'est se donner le temps pour vraiment créer quelque chose qui vaut vraiment le coup, tu vois. Donc ouais, s'ennuyer, c'est comme ça que j'ai des idées en fait. Par contre, pour créer, ce que je vais faire, c'est d'abord trouver un système qui existe, qui fonctionne, et le copier sur feuille, ou le copier mentalement, et ensuite m'ennuyer pour essayer de comprendre qu'est-ce que moi je pourrais rajouter à ce système, comment je pourrais le changer, pour le rendre 10 fois mieux que ce qu'il est maintenant, tu vois. T'as pas besoin de réinventer la roue entre guillemets, tu prends quelque chose qui marche déjà et tu le fais à ta sauce. Ça, hein? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que t'as pas envie de perdre ton temps, t'as pas envie de prendre des risques. Je pense que déjà faire ça, c'est réinventer la roue. Tu crées un nouveau système, c'est juste qu'il est basé sur quelque chose qui a existé, tu vois. Après ouais, c'est vrai que j'aime bien cette théorie de y a rien, toutes les idées ont déjà été pensées, il n'y a rien qui n'existe pas. C'est juste comme tous les livres ont déjà été écrits et être ok avec ça quoi. Donc là tu travailles sur quoi en ce moment? En ce moment je travaille sur Alienzone, donc c'est ma marque. Ma marque qui va d'abord faire son nid dans la crypto avant d'aller taper dans les masses, tu vois. C'est Alienzone en fait, c'est une planète. Et dans cette planète, il y a des aliens qui y vivent, tu vois. Et dans ces aliens, il
il y a 8 dieux. Sauf que c'est un univers japonais, et au Japon on n'appelle pas ça des dieux, on appelle ça des grandes entités spirituelles. Et du coup c'est pas des dieux, c'est des kami. Et à partir de cette base, on est en train d'écrire du coup l'univers de ce monde. On est en train de faire l'art pour ce monde. Et on travaille aussi à connecter ce monde avec la crypto, parce qu'on pense que faire une connexion entre la finance et le fait de s'amuser, tu vois, le fait de profiter de belles choses, ça va valoir beaucoup dans le futur. Donc le fait de faire de l'argent et de profiter? De faire de l'argent et de profiter de belles choses. Parce que faire de l'argent, c'est pas très beau. C'est des dashboards, c'est des trucs comme ça. Et c'est pas obligé d'être comme ça peut changer, tu vois. Tu peux gagner de l'argent et cet argent, il peut se traduire par un truc super beau. Qu'est-ce qui te fait kiffer, toi? Par exemple, comme tu dis, l'argent, c'est pas beau. Comment est-ce que tu utilises ton argent pour te faire plaisir, entre guillemets? Qu'est-ce qui me fait plaisir avec Comment mon est-ce argent? que tu te fais kiffer? Franchement, Comment j'adore dépenser mon argent dans les belles choses. Donc dans les vêtements, dans les expériences, dans les souvenirs, pour moi et mes proches. Y a plein de gens qui disent ouais, acheter des vêtements ça sert pas à grand chose et tout. Moi je suis pas forcément d'accord sur ça, tu vois, on a qu'une vie et dans une année il y a que 365 jours. Et dans ces 365 jours, tu peux t'habiller à chaque fois de manière esthétique, tu vois, ou intéressante. Ah, mais c'est une forme d'expression, entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est un art. Toi, Ouais, t'es un mais- peu un artiste, je pense, non? Carrément. Je suis un artiste à l'intersection de la technologie et de l'art. Dans le sens où c'est pas parce que je suis un artiste que je suis un bohémien, tu vois. J'aime beaucoup l'argent et Non, mais l'argent c'est après, important. bien sûr, il y a cette vision de l'artiste comme quoi qui est dans sa chambre, qui peint des trucs, mais c'est aucun rapport. L'artiste, c'est juste un mec qui est créatif, qui est sensible, je pense. entre Ouais. guillemets. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sensibles à l'art. Hein. Je peux te garantir qu'il y a des geeks qui codent, frérot, ils en ont rien à foutre de. Je vais pas faire de généralité, mais d'une En fait, je pense sculpture pas ou qu'ils de- en ont rien à foutre, je pense juste que on n'a pas encore donné de l'utilité à cet art pour qu'il rentre dans leur vie. Mais justement, l'art, ça n'a pas d'utilité. C'est juste pour la beauté des émotions, tu vois. Je suis pas d'accord avec ça. On peut donner plein d'utilité à de l'art. Ça peut commencer par donner des émotions à la personne qui regarde de l'art. Bien mais sûr. ça peut aller plus loin que juste le fait de contempler en fait. Qu'est-ce que tu entends par utilité? Je vais parler par rapport au monde que je connais, tu vois. Je suis dans les NFT. Dans les NFT, par exemple, il y a une marque qui s'appelle Pudgy Penguin qui fait des photos de profil, si tu veux, de pingouins. On pourrait appeler ça de l'art en soi. On pourrait appeler ça... À la base, c'était que ça. Donc le produit, c'était d'acheter des photos de profil de pingouins, tu vois. Sauf qu'ensuite, ces pingouins, ils ont pu être transformés en peluche. Donc, si tu veux, ça a donné de l'utilité. Ou c'est un dérivé du premier produit de base qui était juste des images de pingouins. Ces pingouins sont devenus des peluches que les petits peuvent porter, peuvent jouer avec. Donc toi, pour toi, l'utilité, c'est un outcome tangible, entre guillemets? Un truc que tu peux toucher? Ou pas forcément? Non, c'est juste que là, je t'ai juste montré un exemple d'une utilité qu'on peut donner à de l'art. Quand est-ce que tu t'es dit putain, je suis unique, putain, j'ai un truc différent, genre je sais que je suis spécial, quoi. Ça, je me suis dit ça depuis que je suis né. En fait, c'est marrant ça parce que ma mère et mon père, ils m'ont élevé de manière totalement différente en fait. Tu vois, moi je suis métisse. La mère elle est blanche, mon père il est noir, tu vois. Et ça a causé du souci à ma mère, tu vois. Parce que voilà, il y avait
des critiques, etc., qui pouvaient être racistes, tu vois, en Bretagne et tout. Sur, pas forcément ma famille, mais parfois si, tu vois. Sur ma naissance. Du coup, ma mère, elle s'est dit, ce que je dois faire, c'est prouver, en gros, à tout le monde que mon fils est normal, tu vois. Que j'ai un fils normal. Et mon père, lui, c'est un entrepreneur, c'est un artiste, etc. C'est un écrivain, il a fait plein de choses dans sa vie, il continue de faire plein de choses. Il m'a toujours appelé champion et tout. Donc j'ai grandi comme ça. Et vers mes 6 ans, mon père il va voir ma mère, il lui dit écoute, je crois que notre fils il est différent des autres, il est spécial, tu vois. Le mot qu'elle voulait absolument pas entendre. Elle a dit non, Yoann il est normal. Donc en fait j'ai grandi entre les deux. Et puis après du coup ça a été un moment, ça a été à moi de faire mon choix. Je me suis dit non, moi je suis spécial, tu vois, je réfléchis pas comme les autres, je fais tout différemment. Pas pour essayer de prouver quelque chose, juste parce que je sens que j'ai envie de le faire comme ça en fait. Et je l'ai embrassé. Qu'est-ce que tu penses qui te rend spécial? Pourquoi tu te qualifies spécial? Qu'est-ce qui me rend spécial? Je pense que ça c'est une question qu'il faut poser aux gens qui me pensent que je suis spécial. Mais moi personnellement, je dirais que c'est parce que Bon après c'est vrai que cette question c'est quand je vois quelque chose est fonctionnel, quelque chose est à la mode ou truc, ça, c'est pas pour autant que je vais aimer cette chose, tu vois. Parfois j'aime des trucs qui sont pas du tout à la mode et qui sont totalement de niche. Je me trouve spécial dans mes goûts en fait, dans mes centres d'intérêt. Après moi tu vois, par exemple, pour moi tout le monde est spécial. Donc en gros, être spécial ça devient une commodité. Il y a un monde comme ça. Parce que les gens qui pensent que t'es spécial, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais les gens qui pensent que t'es spécial, c'est parce que eux ils se considèrent justement comme pas spécial. Donc c'est-à-dire qu'ils sont dans les normes. Et pour moi tout le monde est spécial dans son... Ça dépend comment tu définis spécial. Est-ce que par exemple être millionnaire à 18 ans c'est être spécial? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, entre guillemets, ouais. Tu vois, donc là forcément il y aura les spéciaux et les non spéciaux. Ça dépend en fait de l'attribut que tu Comment tu donnes. définis spécial, ouais. C'est ça, comment tu définis spécial. Spécial entre guillemets c'est dans les standards, dans les normes de la société quoi. Dans le sens où à 18 ans t'es censé aller à la fac et étudier quoi. Ouais. Franchement j'ai pas attendu de me sentir spécial pour me mettre à entreprendre en vrai. Comme je t'avais dit la dernière fois, j'ai lu du Napoleon Hill, j'avais genre 12-13 ans. Et voilà, c'est tout. Je me suis mis à entreprendre à la fin de ce livre. Genre, spécial, c'est un terme comme ça, quoi. C'est pas vraiment tangible en soi. Pour moi, tout le monde est spécial, mais personne n'arrive vraiment à le faire ressortir, tu vois. Parce que tout le monde a un truc créatif, tout le monde est un peu artistique, tout le monde est un peu... Je dirais que c'est ça, la chance d'être entrepreneur, c'est de pouvoir le faire sortir, tu vois. C'est... ce qui est spécial en toi, tu peux le donner dans une entreprise, tu vois. Là, par exemple, tu regardes Alien Zone, ce qu'on est en train de faire et tout. Ça, c'est ma vision du spécial. C'est ma vision de mon spécial. Après, c'est une équipe derrière et t'as le spécial de toute l'équipe. Pour créer quelque chose. Entreprendre, c'est ça, en fait. Et, par exemple, faire de la comptabilité ou du management, de la gestion, par exemple, avec des modèles OnlyFans ou des trucs comme ça. Ça ne devrait pas être dans la case de l'entrepreneuriat. Dans la case du management. De la comptabilité, si tu veux. Donc pour toi, entreprendre, c'est créer. Ouais. Ouais, c'est ça. Créer quoi? Un produit. Qui fait quoi?
Là, c'est ton spécial qui va dire ce que tu vas faire. Quoi comme type de produit? Moi, par exemple, j'aime la technologie, j'aime les systèmes, j'aime les ordinateurs, j'aime les animés. J'en ai fait un produit. Donc c'est trouver ce qui s'aligne avec toi-même Ouais. et créer quelque En fait, chose. tu le trouves pas, tu le sais déjà. C'est juste de l'embrasser. Tu sais déjà ce que tu adores, tu sais déjà ce que tu kiffes. Tu l'as su quand toi? J'ai toujours su. Je veux dire, En mode à 15 ans, à 16 ans, où t'as mis des années à trouver? en fait, c'est que quand j'ai 15 ans, 16 ans, 12 ans et tout, je fais les trucs, je réfléchis pas, j'ai pas de recul. Ok? Je suis sur mon ordinateur toute la journée, j'ai pas de recul sur ce que je suis en train de faire. Je regarde des mangas toute la journée, juste j'adore les mangas, mais genre je peux pas te l'expliquer, tu vois. C'est juste quand j'ai eu 21 ans, il y a 2 ans, je pouvais mettre un terme sur ce que j'étais et ce que j'aimais. Je pouvais dire ouais, moi je kiffe la crypto, je kiffe les ordis, je kiffe les réseaux sociaux et je kiffe les mangas. Genre ça c'est vraiment les trucs que je kiffe. Et ce que j'avais eu assez de recul. Je pense qu'à partir de 20 ans, 22 ans, 23, oui tu vas continuer à te chercher, mais tu peux déjà savoir à peu près ce que tu aimes dans la vie et commencer à explorer le fait d'en faire un produit. Ce qui est marrant c'est que quand tu vas commencer à faire ce produit et la version finale de ce produit, il n'y a pas de version finale, mais ce que ce produit sera dans 2-3 ans, ce sera totalement différent. Ce qui sera beau, c'est que ce sera toujours en lien avec tes passions et ce que tu kiffes. Qu'est-ce que t'aimes dans la technologie, dans les réseaux Ce que j'aime dans la technologie, franchement, c'est juste que j'adore être à jour sur les dernières techs, genre être le premier sur ChatGPT, être le premier sur les trucs. Je sais pas, genre depuis petit, j'ai toujours kiffé être comme ça, un peu avant-gardiste. Intéressant. Et ce que j'aime dans la crypto, c'est justement le fait de pouvoir créer un marché libre où tout le monde peut créer ce qu'ils veulent, mais cette fois-ci, c'est dans l'aspect financier. Donc quand tu fais une blague, mais qu'elle est drôle, elle est vraiment drôle, ça se répercute en dollars, tu vois. Ouais. Ça, c'est fun. Ou si tu crées une banque qui permet des services de prêt et emprunt, quoi que ce soit, cette banque, elle est accessible pour n'importe qui. On est à Dubaï, on peut utiliser, et un mec qui est au Nigeria, il peut utiliser comme un Français. Qu'est-ce que t'aimes dans le fait d'être avant-gardiste? C'est le statut, C'est juste la passion de découvrir des nouvelles techs. c'est vraiment découvrir des choses, quoi. Ouais. Avant tout le monde. Pas forcément. Non, c'est en fait, c'est une... C'est une répercussion que ce soit avant tout le monde, mais moi c'est juste par passion, c'est juste parce que j'ai entendu parler avant et que je l'ai testé, tu vois. Je suis vraiment quelqu'un de très curieux. Il y a des gens, ils vont entendre parler de ChatGPT, des AI pendant des années, ils vont jamais les utiliser. Moi c'est pas mon cas. Dès que j'en entends parler, j'utilise. Je teste. Je veux savoir c'est à propos de quoi, tu vois. Et si tu veux, ma société, c'est surtout aussi pour moi un prétexte d'utiliser toutes ces nouvelles technologies. Il me faut bien quelque chose qui me permette de les utiliser. Quand je vois que les AI permettent de modéliser en 3D un personnage, ce serait con que j'ai pas de personnage à modéliser. T'as peur de passer à côté de quelque chose, c'est ça? Ou non, pas forcément. Non, c'est vraiment pour maximiser mon éclate dans la découverte de nouveaux trucs. Vraiment t'amuser, quoi. Ouais, C'est important pour toi? ouais, c'est le truc le plus important. Qu'est-ce que tu dirais aux mecs qui font un truc qu'ils aiment pas forcément? Franchement, d'arrêter. Si t'aimes pas maintenant, t'aimeras pas plus tard. Ça va être dur, ça peut être dur, mais tu peux t'éclater dans le fait que ce soit ultra dur. Ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à apprendre, mais tu peux avoir du fun dans les choses dures. Il faut bien mettre la différence entre j'aime pas du tout ce que je fais et c'est très dur ce que je fais, mais je kiffe voir mon bébé grandir. C'est des choses différentes. Quand j'ai commencé à Alien Zone, c'était pas du tout le même art, c'était pas du tout les mêmes trucs, c'était beaucoup plus petit, c'était juste une idée, c'était une feuille et un papier, une feuille et un stylo, donc c'était dur, mais je pensais toujours au résultat final en me disant mais ça va être incroyable, c'est kiffant de fou. Donc
Donc là, c'est dur aujourd'hui, mais le résultat sera putain de kiffant et je serai fier de passer par là. Si tu sens ça en toi, ça veut dire que tu fais la bonne chose. Mais si juste tu subis ce que tu fais, arrête. Est-ce que tu penses que tu peux être bon dans un truc que t'aimes pas faire? C'est une bonne question. Non. Non. Je pense pas. T'as eu l'expérience ou pas? Non, mais... Après, c'est possible, tu vois. Je connais pas la bonne réponse sur cette question. On va se prendre un truc à manger ou pas? Ouais. Faire un tour, un petit round? Ouais, let's go. T'as prévu quoi cet été? C'était je sais pas encore. Bouger ou? Peut-être juste le travail et les vacances en septembre en vrai. Ok. Genre continuer à profiter de cette tour, de ce lieu. Est-ce que ton bail il se termine en septembre? Ouais. Il fera chaud certes, mais il y a la clim, il y a des trucs partout. D'ailleurs je crois qu'il y a des crocs à la clim. Ce qui est un truc de ouf, c'est que il y a des clims en extérieur quand même. Hein. C'est complètement fou frérot. Là et là. Enfin, bref. Mais en vrai, c'est parfait si tu veux focus et taffer à fond sur ton projet quoi. Parce que t'es sûr que tu vas pas sortir, y a rien à faire, il y aura personne. Et pourquoi pas ramener ma mère une deuxième fois, Ouais. avec mon beau-père cette fois-ci. Est-ce que toi, t'as un style de vie, style balance, ou en mode tu fais 3 mois à fond, 3 mois tu kiffes? C'est une bonne question ça. Il y a Zuckerberg il me semble ou quelqu'un d'autre qui disait je trouve pas de la balance en étant tout le temps balancé. Je trouve la balance dans les extrêmes. En sachant à quel moment t'es allé trop loin pour voir à peu près tes limites ou ton maximum, tu vois. Et te dire que pouvoir jauger ensuite où est-ce que t'en es dans ta balance, tu vois. Donc là actuellement je suis surtout dans le délire où je veux voir les extrêmes de ma vie pour pouvoir installer une balance un peu plus tard. Dans une phase de test quoi. Mm. Et pour l'instant, qu'est-ce que t'as retenu un peu? Qu'est-ce qui te correspond? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que... Je peux pas encore te le dire. J'ai encore beaucoup trop à réfléchir parce que je suis encore dans le délire où je suis en train de designer le système, tu vois. Et tant qu'il n'est pas sorti, tant qu'il n'est pas live, je peux même pas avoir de retour client ou de retour truc dessus. Donc laisse tomber le fait de se créer une balance avant tout ça, tu vois. Tant que t'as pas eu le succès, tu peux pas déterminer qu'est-ce qui marche pour toi en gros. C'est ça. pas le succès, c'est vraiment au moins le produit. Je suis en train de créer un jeu, je suis en train de designer un jeu. Donc je fais du mieux que je peux par rapport à ce que je sais, ce que je connaisse. Mais bon, d'abord il faut que le jeu sorte pour qu'ensuite je puisse savoir, bon maintenant que le jeu est sorti, quelle quantité de brain power, si tu veux, je dois allouer à ce jeu tous les jours, combien de temps ça me prend, et à partir de là ensuite me dire voilà je peux aller faire du sport tant de temps par jour, etc. Donc dans une phase de build extrême. Ouais. C'est quoi ton style de vie idéal? Une fois que tout est bien, ton truc est build, tout ça. J'ai déjà pas mal d'idées frérot. Franchement c'est être discret, tu vois. Pas forcément envie d'être une superstar. J'ai envie d'être connu par rapport à mes produits et à ce que j'ai construit plus que par rapport à quoi je ressemble ou tu vois. C'est-à-dire Genre je souhaiterais être connu par rapport à ce que j'ai construit et ce que j'ai accompli que être connu pour de la merde. Donc j'aimerais être discret sur les réseaux, mais j'aimerais aussi que les gens sachent qui je suis, tu vois. C'est aussi pour ça que on recorde des trucs et qu'on les balance. Et ouais, être discret, pouvoir vivre libre. Donc faire vraiment ce que je veux, quand je veux. T'aimes faire du contenu toi sur les réseaux? Je fais jamais du contenu pour faire du contenu, en fait, juste je partage des choses qui, je pense, peuvent être utiles pour ma commu. Donc là tu fais pas du contenu pour toi, c'est plus pour les autres quoi.
me lève pas le matin en me disant il me faut mon quota de story. Non, c'est plutôt en mode j'ai un truc qui pourrait être partagé aux autres et je le partage. Si c'est juste un post, c'est juste un post. Si c'est 15 posts, c'est 15 posts. Mais bon, il faut que la valeur soit partagée si je sens qu'elle est utile aux autres, tu vois. C'est que c'est très important quand même cette notion de partage, d'aider son prochain entre guillemets. Toi, ce qui t'a appris ça, c'est par des expériences, c'est un mec qui t'a inspiré, c'est ta famille. Il y a une phrase que je kiffe de Virgil Abloh, c'est tout ce que je fais, c'est pour la version de moi qui a 17 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'elle explique tout le délire de partage et d'aide. En fait, c'est juste que tu as envie d'être le mec que tu aurais bien aimé avoir quand tu avais 17 ans. Tu vois. Qu'est-ce que tu dirais au petit Johan de 17 ans? Continue, frère. Je dirais surtout les meufs, enfin ces meufs là en tout cas n'en valent pas la peine. Ses potes, ils vont t'emmener droit dans le mur. Mais tu vas t'en sortir parce que t'es assez intelligent, mais tu pourras le faire encore mieux si tu m'écoutes aujourd'hui. Et t'arrêtes de fumer de la merde et de passer ton temps à chasser des meufs qui valent même pas le coup. Juste, vas-y 2 fois plus fort dans tes passions, donc la crypto. Mais honnêtement, quand je pense au moi de 17 ans, qui avait 17 ans, 18 ans, les seuls souvenirs qui me viennent en tête, c'est que j'y allais vraiment à fond et je croyais vraiment en moi et je voulais vraiment m'en sortir, tu vois. D'où elle vient cette confiance en toi? Tu penses que je pense qu'elle est innée. Elle est innée et puis il y a aussi mon père qui m'a bien formaté quand j'étais petit. Comme je t'ai dit, il m'appelait tout le temps champion, le meilleur, l'étoile montante, même l'étoile des autres, tu vois. Donc tout ce conditionnement de mon père forcément a fait que ça m'a fait une volonté en métal, en acier. Non, l'amour que t'as quand t'es jeune, ça a un impact énorme sur qui tu vas devenir, quoi. Dans les deux extrêmes. Par exemple, si t'as pas d'amour quand t'es jeune, bah tu vas te chaser entre guillemets toute ta vie. Et si t'en as eu beaucoup, tu vas avoir beaucoup de confiance en toi et tu vas avoir peur de rien. Après, ma mère me disait souvent, tu peux voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, tu vois. Et ma mère est très très optimiste. Et je pense que j'ai pris ça d'elle, c'est toujours le fait de voir toujours le bon côté des choses. Donc même quand ça a été dur pour moi, même quand c'est dur pour moi, je veux toujours voir ça comme une opportunité, comme une chance qui me permette de me développer encore plus et d'y aller encore plus fort. Parce que j'ai eu beaucoup de entre guillemets, bâtons dans les roues, etc. ou de problèmes dans ma carrière d'entrepreneur qui pour beaucoup auraient pu être pour moi une excuse pour arrêter de travailler, pour arrêter d'avancer. Et moi, j'ai jamais vu ça comme ça, j'ai vu ça comme un levier pour aller encore plus fort. Et voilà. C'est quoi ta relation justement avec les problèmes, la douleur? Comment t'affrontes tes peurs? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une bonne question. Les peurs et le doute, tu vois. Comment est-ce que t'enlèves la peur et le doute? Tu l'enlèves certainement pas sans travailler. En fait, quand t'es un entrepreneur et que t'as une entreprise et que ton entreprise te génère de la peur et des doutes, c'est parce que t'es pas sûr qu'elle est incroyable. Donc la solution à ça, c'est de la rendre incroyable en soi. Donc c'est comme ça que je deal avec les peurs et les doutes. La peur et les doutes, c'est quand je les ai, c'est pour moi un signal que il y a quelque chose qui cloche en soi et qui doit être fixé.
Ça vient pas de nulle part. C'est cette obsession du progrès. Ouais. Est-ce que toi t'as un goal où tu te dis putain quand j'aurai ça, ça y est j'arrête? Ou t'es vraiment un éternel insatisfait, tu veux toujours aller plus haut, toujours aller plus haut, tu vois? Franchement, moi j'ai créé un projet comme ça, ultra large, qui peut toucher n'importe quoi, tout type de personnes, parce que justement je veux jamais m'arrêter de le construire ce projet. Donc, je vais faire un projet qui marque ma génération et les suivantes. Un truc, comme un flambeau qu'on transmet ensuite, tu vois. C'est ça ma vision, genre. Quand tu regardes les plus grands de ce monde, ils construisent des choses qui peuvent se donner ensuite à leur famille. Genre LVMH. Bernard Arnault, il va jamais s'arrêter de travailler sur LVMH. Même s'il a tout atteint. Le délire, c'est juste de créer ce truc qui se transmet, ouais. Famille en famille, genre. Enfin, plutôt dans ta famille, de génération en génération. Ça, c'est magnifique. Ça, je trouve ça fort. Donc, ouais, une fois que j'aurai 80 ans, mon gosse en train de tourner mon empire et mon gosse qui a sa femme enceinte ou qui est en train d'avoir un gosse, là je te dirais ouais là j'ai eu ce que je voulais, tu vois. Donc toi t'arrives à penser à tes générations futures, à tout ça. Déjà. Enfin, quand tu parlais du truc des enfants 2006-2007 là, qui disent qu'en gros maintenant poster sur Instagram c'est devenu gênant. T'es pas au courant? Qui a dit ça? Parce que moi mon petit frère c'est un 2008. Ok. Et c'est vrai que mon petit frère il poste rien sur Insta, il a juste une story épinglée, tu vois. Et j'étais sur TikTok il y a 2 jours. Et donc tout le monde parlait de ça. En fait, ces générations-là, la 2006 à 2008, 2009, maintenant ils s'expriment sur Instagram 4 heures leur story épinglée. Et par contre poster c'est gênant. C'est une photo? Ouais. Ou alors en fait t'as le droit de poster apparemment si c'est pas toi, si c'est juste du décor ou... Ils sont devenus anti la génération d'avant, donc la nôtre, tu vois. À chaque fois, c'est tout le temps ça. T'es anti. Faut toujours que la génération d'avant toi soit les boomers, tu vois. Faut que tu sois controversial, quoi, à chaque fois. Ouais, voilà. Et du coup, c'est leur façon à eux d'être anti. Tu sais, avant, c'était selfie, voilà. C'est vrai que, mec, tu vois vraiment les évolutions de tendance, entre guillemets, tu vois. C'est marrant. Imagine, tu te rappelles à l'époque quand t'avais 12-13 piges, que tu postais sur Facebook. Maintenant, est-ce que tu connais une personne qui met un truc sur Facebook? Facebook, maintenant, c'est les mecs qui ont 40-50 balais. Justement, eux, ils sont restés Keblo. Et en fait, ce que tu me racontes là, c'est on a le même phénomène. Donc en mode... Ton petit rêve de 8 ans, il se dit putain, regarde-moi ces plous qui sont en train de poster des photos sur Insta et tout. C'est exactement ça. Tu penses, qu'est-ce que t'en penses de vivre dans son époque ou justement qu'est-ce que t'en penses de s'adapter S'adapter aux tendances? Ouais, s'adapter aux tendances. Ça dépend à qui tu veux plaire. Je veux dire, c'est des collégiens. Ouais. Est-ce que t'as vraiment envie d'être validé par ces collégiens-là, tu vois? Toi, t'aimerais être validé par qui? Franchement, Kanye West. C'est vrai que quand je vois Kanye dit shout out to my boy Johan. Au-delà de ça, j'aimerais un jour aller dans son studio et qu'on crée un truc ensemble. Une musique? Bah moi personnellement c'est la tech, comme je t'ai dit. J'ai plus j'ai un profil d'ingénieur si tu veux. Ingénieur dans le fait de créer des systèmes. Et lui il fait de la musique. Et on a tous des équipes aussi. Il y a l'équipe Easy comme il y a l'équipe Alien Zone. Genre juste créer un truc avec nos 2 équipes, nos 2 univers. Ça ce serait d'art. Pourquoi pas faire des shoes, tu vois? Des t-shirts ou un son.
créer quelque chose. C'est qui les mecs qui t'ont vraiment inspiré et qui t'ont changé la vie, genre, quand tu regardes, tu te dis putain, ce mec. Ouais. Kanye West, obviously. Napoleon Hill. C'est un auteur, mais j'ai l'impression que c'est une vraie personne. Tellement je l'ai lu, tellement j'y crois. Andrew Tate. Et c'était à l'époque où il s'appelait pas Andrew Tate, il s'appelait Cobra Tate. C'était une autre époque, c'était un autre personnage encore, que pas beaucoup de gens ont pu connaître. Et c'était vraiment le genre de mec qui te donnait envie de tout niquer, genre. Qu'est-ce que t'aimes chez Andrew Tate? À cette époque-là, ce que j'aimais, c'est que... Je sais pas comment t'expliquer, mais chaque année, il y a toujours des airs en fait. Il y a toujours des airs de 1-2 ans, tu vois. Il y a eu l'ère Covid de 2020 à 2022, et puis après d'autres airs. Et là, on parle en 2019, tu vois, on parle de 2018 à 2020. Je sais pas, je trouve qu'il était carrément en lien avec son ère. C'était une ère où on achetait tous de la crypto, c'était les grosses cryptos, c'était pas plein de crypto partout, c'était genre Ether, BTC, tu vois. Il avait son business sur le côté, et genre il savait bien s'exprimer et c'était inspirant. Et moi je me rappelle, j'étais en alternance, je lisais ses tweets et ça m'aidait à me dire je suis dans le droit chemin, enfin je suis dans le bon chemin plutôt, en allant all-in crypto, genre. Parce qu'il y a ce mec qui y croit aussi, tu vois, avec moi. Et ça a contribué à la personne que je suis devenu aujourd'hui. Se dire que t'as le soutien d'un mec qui a déjà percé, quoi, entre guillemets. C'était l'énergie que j'avais dans Andrew Tate à cette époque-là. Pour toi, c'est important d'admirer quelqu'un? Ça, c'est une bonne question. Il y a des gens qui sont fans de personnes, tu vois. Moi, personnellement, je peux être fan du travail de quelqu'un ou de la personne elle-même, genre. Ça change rien à ma vie. Le fait d'avoir Genre, pour moi, c'est pas un aveu rôle modèle, quoi. C'est pas un aveu de faiblesse d'être fan, en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça aussi. Ouais. Pourquoi? Parce que tu sais qu'un jour, il y a des gens qui seront fans de toi. Franchement, c'est possible. Tu penses qu'il y a des gens qui sont fans de toi déjà? Entre guillemets. Qui t'admirent? Tu sais... Genre, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des endroits et de prendre des photos, ouais. Avec des gens qui sont contents de m'avoir reconnu ou des trucs comme ça. Comment ça t'arrive? C'est quoi ton ressenti, genre? Je dois travailler plus dur pour leur donner encore plus raison. Parce qu'un fan, là tu vois, encore tu déçois. Tu déçois des gens que tu connais pas ou une audience. C'est pas pareil que décevoir un fan. Ça, c'est des gens qui mettent de l'effort, qui ont investi sur toi, qui y croient autant que tu crois, tu vois. Et ça te donne envie de te surpasser, genre. Donc ouais, moi je suis pro fan. Tu te considères comme un leader ou pas? Dans ma boîte, je lead les choses. Et depuis petit, je me suis toujours vu comme un leader, ouais, franchement. Ou en tout cas, on me l'a jamais dit, tu vois, mais bon, dès que je me présentais aux élections de délégués, j'étais délégué. Un truc de con comme ça, mais qui aussi démontre d'une certaine manière qui tu es. Moi, j'ai une histoire marrante. C'était au lycée, au collège. Je voulais pas être délégué. Et tout le monde m'a élu délégué sans que je me présente. C'est marrant, quoi. Ouais, c'est fun. Tu sais que le truc de délégué quand t'es au collège, c'est un truc quand même Ouais. stylé. Puis c'est révélateur aussi, en vrai, de quelque chose. Et que les gens t'aiment, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que t'es pas délégué en classe que tu deviendras pas millionnaire. Mais juste que le fait que t'aies été délégué, la manière dont t'as été délégué... Faudrait faire une étude sur tous les délégués, comment ils ont percé. Bah ça te dit déjà,
si tu veux, ça te met dans une catégorie. Plus dans le fait d'être dans le leadership ou moins gêné d'être sur le devant de la scène, des trucs comme ça. Parce que si on t'a élu délégué et que tu t'es pas présenté, ça veut dire que tu sais bien parler, tu avais déjà le cœur des gens en soi. Donc, C'est quoi pour toi les 3 plus grandes valeurs Déjà, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que tu as déjà expérimenté le succès? ouais. Quelle était ta réaction? J'ai expérimenté beaucoup de succès jeune et à plusieurs niveaux, donc à chaque fois je suis fier de moi. À chaque fois je suis fier de moi et parfois voilà, il faut pas que mon ego prenne le dessus et que je m'en vante trop, tu vois. C'est quoi ta relation avec ton ego justement? Je veux toujours être sûr que mon ego il est au service de quelque chose. C'est-à-dire que je me vante, en fait, je veux toujours faire en sorte que je ne suis pas en train de me vanter, je suis en train de manifester quelque chose qui peut aider les gens. Par exemple, quand tu penses au mot milliardaire, en tout cas moi j'ai pour ambition d'être milliardaire, tu vois. Quand je pense à ce terme, je pense aussi à la quantité de vie que je vais impacter. Je veux dire, il y a une différence entre l'impact que tu fais quand tu es un millionnaire, tu as fait 1 million, et l'impact que tu fais quand tu as fait 1 milliard. Quand tu as fait 1 milliard, il y a combien de gens qui vivent sur ta création? C'est lunaire, genre. Après, milliardaire dans l'entrepreneuriat, pas dans un autre truc, tu vois. Par exemple, t'es milliardaire dans le PQ, mais il y a combien de gens qui utilisent ton PQ sur une base quotidienne? Qu'est-ce qui te motive à faire tout ce que tu fais là? Est-ce que tu sais ou tu sais pas encore? Parce que tu dois bien avoir une raison pourquoi tu fais tout ça, quoi. Rendre la crypto cool. Parfois, quand je travaille dur de fou, ou quand il y a des matins plus difficiles que d'autres, je me dis, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça, genre? Je pourrais faire une vie beaucoup plus simple, tu vois. Je me dis, non, je veux faire un truc, je veux rendre la crypto cool. Je veux la faire adopter par des gens qui ont plein d'opinions. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens qui sont passionnés par la crypto, ils se mangent à longueur de journée, très souvent, des gens qui leur disent, ah mais la crypto c'est pas du vrai argent, c'est de la merde, même par des entrepreneurs respectés, tu vois. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce qu'il n'y a rien de vraiment sérieux, de vraiment coriace pour leur donner tort. C'est ça que je construis. C'est pour ça que j'y vais à fond. Pourquoi tu rends la crypto cool? Parce que c'est ma passion et je veux qu'elle soit au top. Donc c'est pour toi. Je veux pas être passionné d'un truc qui est pas au top, tu vois. Et je sais que ma passion elle est au top. C'est juste que je dois juste, ça lag entre ce que je vois et ce qui est. Il y a une latence. Je suis en train de la supprimer. Pourquoi est-ce que tu es passionné par les cryptos? Parce que, enfin, genre. Pourquoi pas? Non, c'est plus compliqué que ça. Genre, j'ai vraiment une passion pour la crypto parce que il y a toute une culture dans la crypto déjà. Il y a des gens super cool, il y a des gens super intelligents. J'apprends plus là-bas que dans d'autres endroits. Il y a une possibilité de gagner de l'argent d'un milliard de manières. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle manière, c'est un nouveau système qui a été créé. C'est tout simplement tout ce que j'aime dans une technologie. Forcément, je suis tombé amoureux de ça, tu vois. J'adore tous ces trucs. Qu'est-ce que tu adores justement? Qu'est-ce que tu aimes? Créer des systèmes. Créer des systèmes. T'es obsédé Ouais. par les systèmes. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans créer des systèmes? Rendre la vie des gens plus simple ou plus intéressante. Avec un bon système, ça peut vraiment aider les gens, tu vois. Et ce que j'adore avec la crypto, c'est quand tu fais un bon système, t'es payé pour ça. On te paye pour. Enfin, t'es rémunéré plutôt. Tu gagnes Pour de ta la vie, valeur. ouais, proportionnellement au système que tu crées. Et puis j'ai choisi aussi de faire un projet qui est un peu aussi artistique, enfin qui est beaucoup même artistique. Je veux dire, le dessinateur d'Alien Zone, c'est clairement quelqu'un de la team principale. Il est
autant impliqué dans Alien que moi, tu vois, qui suis le fondateur. Il y donne 100% de son âme. Et ce qui est beau aussi, c'est que lui-même, il y trouve son compte dans le fait il voit sa première vie, il voit son premier dessin d'il y a un an et demi. Il voit ses dessins aujourd'hui, il dit putain, on en a fait du chemin ensemble. Et dans un an, où est-ce qu'on en sera, ce sera incroyable, tu vois. Il y a ça. Et il y a aussi le truc qui est magnifique où tu vois ton entreprise te suivre année après année dans différentes aires. Je trouve ça trop bien aussi. Le progrès, quoi. Ouais. Et que le progrès, c'est le meilleur sentiment que tu peux avoir sur Terre. Le feeling de progresser. Le feeling de progresser, parce que tu peux demander à n'importe qui est très successful, un mec qui atteint 100 millions, s'il reste à 100 millions de ses 30 ans jusqu'à ses 60 ans, il sera pas heureux parce qu'il progressera pas, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, de fou. Je suis totalement d'accord sur ça. Et c'est pour ça que quand tu vois même les milliardaires, Mark Zuckerberg, Elon Musk, tout ça. Eux, pour le coup, c'est Jeff que pour Bezos. progresser à ce niveau-là. Mais eux, mec, c'est des mecs qui sont obsédés par le progrès, tu vois. Dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans le business, dans le développement personnel. Tu vois, là, Jeff Bezos, tu vois sur ce yacht, il débarque, il est stock de fou, truc. Et c'est un mec qui s'est dit, bah voilà, j'ai tout l'oseille du monde, j'ai un business qui marche, mais je suis gros et je suis pas forcément fit, quoi. Donc le mec, bam, il a shifté son énergie dans un autre truc, tu vois. Ouais. Puis maintenant, il veut envoyer des fusées aussi. Puis ouais, maintenant, Mais je sais pas si c'est des mecs qui sont forcément très heureux, tu vois. Parce qu'il y a Elon Musk qui dit dans un interview que les gars, vous aimeriez pas avoir la vie que j'ai. Dans le sens où lui, il est genre jamais, il est tout le temps dans cette volonté d'avoir plus de trucs. C'est vrai que pour Elon Musk, pour le coup, son choix, il est questionnable. Pour moi, c'est même pas un choix, c'est un sacrifice à ce point-là, tu vois. Ah ouais, Le mec, il sacrifie pour pour la tech. pour le développement de l'humanité, gros. Et moi, je sais pas si je serais capable de faire ça. Je trouve qu'en vrai, c'est une vie qui vaut le coup d'être vécue, quoi. Moi, non, je pense pas. Parce que le mec est... je sais pas. Même lui, il le dit, hein, il est pas forcément heureux avec ce qu'il a, tu vois. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est le après. Si tu veux, c'est le dans 100 ans qui l'intéresse. Ouais, mais moi, justement, j'ai cette théorie que... Par exemple, regarde Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, sa vie n'a été que guerre et sacrifice pour avoir toujours un plus grand empire. Et il est mort empoisonné à 23 ans. Et ça fait 2500 ans qu'on en parle. Il y a qui d'autre? Donc toi, ça, c'est un truc qui te Ouais. fait kiffer, ouais. Ouais. D'écrire une histoire si folle qu'on le raconte de génération en génération, c'est un conte. Parce qu'il y a ce mec qui a fait ça. Ça vaut le coup de le faire. Je sais pas si t'as lu ce livre de Naval Ravikant, l'Almanach. Non. Non, mec, faut que tu le lises, c'est un livre de fou. Et lui, il a cette théorie de... Tout ce que tu construis, c'est comme construire un château sur du sable, comme écrire sur l'eau. Rien n'a du sens, tu vois. Et que dans
bien sûr, en fonction de... On est déjà sur la Terre pendant une période de temps ridicule. Et que mec, quand tu partiras, plus personne parlera de toi, plus personne se souviendra de toi. Et que certes, tu peux avoir un impact et que les gens ils parlent de toi pendant 50, 100, 200 ans. Et qu'à la fin de la journée, ça a aucune importance, tu vois, et que tu vis pour toi, pour les gens que t'impactes à ton échelle, entre guillemets. Toi, tu serais satisfait avec ça? Ouais. Moi, j'ai pas cette approche de la vie très... ou en mode... déjà, je m'en fous de ce que les autres pensent de moi. Je veux dire, tu vas vraiment là où le vent te mène. Moi, j'ai cette philosophie de vraiment vivre dans le moment présent. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est si plus rien ne compte, ça vaut pas le coup de donner tout aux autres, genre, de créer des trucs pour rendre la vie des autres meilleure. Faut se focus sur sa vie à soi. Pour moi, si tout le monde avait cette mentalité de on se focus sur soi et on s'aide soi-même, déjà il y aurait beaucoup moins de problèmes sur plein de choses, tu vois. Je pense qu'on vivrait encore à poil au jardin d'Éden. Ouais, mais est-ce que ce serait pas mieux? Sauf qu'on n'est plus au jardin d'Éden et depuis ce jour-là, il faut du progrès. On est condamné à évoluer. Ouais, mais tu vois... On peut plus rester style. Même toi, tu le dis, le mot condamné. Condamné, ça veut dire qu'il n'y a plus de liberté. Pour moi, la chose la plus importante dans ma vie, c'est la liberté, tu vois. Franchement, honnêtement, ouais. J'ai bien choisi le terme parce que tu peux pas rester style. Même si tu te mets à un endroit là, tu te dis je bougerai plus, je reviens dans 3 jours, c'est plus pareil. Donc ouais, on est condamné à évoluer. Et je pense qu'on n'était peut-être pas au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et aussi tu te dis mais mec, il y a peut-être des mecs qui genre habitent sur une île déserte dans une plage qui sont autant heureux que des mecs comme toi ou moi qui sont obsédés par construire un truc, tu vois. Ouais. Mais ça c'est vraiment un truc que j'ai appris assez récemment, c'est le délire de... c'est un choix que j'ai fait. Bien sûr. C'est la vie que j'ai choisi de mener, tu vois. Et comme eux, c'est un choix qu'ils ont fait. L'objectif avec toi-même, c'est de faire les choix qui te rendent le plus heureux. Pas qui te donnent des résultats qui ne sont pas les tiens, tu vois. Qui sont pas pour toi, 100%. Il y a cette phrase de Rick Rubin qui dit que le résultat, c'est quelque chose qui... Je me rappelle plus de la phrase. J'essaie de la dire en anglais, mais je sais pas la dire en français. L'objectif, c'est le chemin. L'objectif, c'est le chemin et que le résultat, il se réalise. Tu travailles pas pour le résultat. Le résultat, c'est un byproduct de ce que tu fais, quoi. Mais carrément, mec, carrément. Gros. Et il y a aussi le truc, c'est... les premiers... le 10 000 tout 100 000 ou le 100 000 tout 1 million. Plus dans le 10 000 tout 100 000, tu vas pas le voir venir. Si t'es vraiment obsédé sur ton travail, sur ce que tu crées. C'est juste une conséquence de ce que tu as créé, tu vois. Mais ça a jamais été l'objectif. L'objectif c'était autre chose, c'était de faire les smartphones les plus intelligents comme Apple ou de faire le jeu le plus entertaining.
après, en conséquence, il y a eu l'argent. Tu vois. Ça, c'est de la vraie entreprise. Ça, c'est du vrai entrepreneuriat pour moi. C'était la philosophie de Steve Jobs. C'était de résoudre un problème et de laisser... et plus tu travailles dessus, plus tu auras de l'argent en conséquence de ta résolution de ce problème. Ouais, c'est vrai. Je trouve que rendre la crypto cool, c'est un énorme problème, frère. Parce qu'il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui sont dans la crypto. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ne comprennent toujours pas et qui refusent d'apprendre, alors que d'après moi, c'est une super tech. C'est juste que les moyens pour eux d'apprendre ou de se lancer sont mauvais, tu vois. T'as pas envie de te lancer avec un meme coin, t'as pas envie de te lancer avec de l'hyperfinancialisation, t'as envie de te lancer de manière assez douce, avec des gens sympas et de faire ton petit bout de chemin à ta vitesse. Sauf qu'il n'y a pas vraiment ça encore dans la crypto et je pense que le ramener, ça va valoir beaucoup. Donc quand tu dis que rendre la crypto cool, c'est rendre la crypto accessible pour tout le monde. Ouais, mais aussi cool, genre cool dans le sens où avec mon projet, quand tu le connais ou quand t'en es parti, bah t'es vu comme quelqu'un de cool, de branché. De respectable. Ouais. C'est marrant parce que à la fin de la journée, tout se ramène au respect des autres gens. Ouais. Mais je pense pas que ce soit une bonne manière de réfléchir. Je pense qu'il est important, c'est le respect de soi-même. Tu vois. Plus que le respect des autres. En fait, c'est pas vraiment, tout se ramène pas vraiment au respect, mais ça se ramène surtout à la rejection. Les gens, ils veulent pas se faire rejeter. Et je pensais à ça quand je voyais Dubaï, quand je voyais le Burj Khalifa et tous ces trucs. C'est mec. Il y a certainement une meuf qui a dit non à un chèque. Et ce chèque, il s'est réveillé le lendemain, il a dit on va créer la plus grande tour du monde, on va la créer ici. Et toutes les innovations, elles sont nées par la rejection des autres. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, le but, c'est de satisfaire les personnes qui nous ont rejetés. Même pas, t'as pas envie d'entrer dans leur groupe en fait, c'est juste que... Bah si, parce que t'as envie de leur prouver, de dire allez vous faire foutre, moi j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Ça veut pas dire que tu deviendras leur... Enfin, tu fais pas ça pour devenir leur pote plus tard, tu vois. Tu fais ça pour être au-dessus d'eux au final, tu vois. C'est ce besoin de ouais, ils m'ont rejeté, maintenant je suis meilleur que je suis au-dessus d'eux, maintenant c'est moi qui les rejette. C'est à eux maintenant de prouver. Toi, tu t'es déjà fait, entre guillemets, briser le cœur. Ouais. Comment tu l'as vécu? Parce que pour moi, c'est la première grande forme de rejection qu'on expérimente parce qu'on l'expérimente souvent quand on a 15, 16, 17, 18 ans, tu vois. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, justement, cette rejection? Comme on doit la vivre, je me suis dit, je vais lui donner tort. Ça a été aussi ma plus grande aide en vrai, parce que tu sais, tu fais plein de conneries quand t'es jeune et tout, tu peux fumer, tu peux mal t'entourer, etc. Et ça a commencé à détendre sur moi, tu vois, sur ma personne. Et me faire briser le cœur, ça m'a aussi permis d'aller ensuite, de foncer vers l'endroit où je voulais vraiment aller et pas juste divaguer. Moi, je souhaite à tout le monde que un mec se fasse têche par une meuf. C'est le meilleur truc qui peut t'arriver, mec. Ouais. Pour moi, je dis tout le temps, ouais, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est que une meuf te tège et te brise le cœur, entre guillemets. Ouais, c'est fort, déjà, c'est impactant. Mec, c'est très impactant parce que t'as cette mort de l'ego un peu. Tu te dis, bah, putain, mais en fait, il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'elle m'attège? Pourquoi est-ce qu'elle truc? Parce que je suis pas la meilleure version de moi-même et c'est qu'il y a une meilleure option, tu vois. Pour moi, c'était un peu cette réalisation de putain, mec, c'est un monde Compétitif.
compétitif En tout cas, le marché. et froid, quoi. Le marché. En mode, c'est la guerre. Quoi. Ouais, mais le marché de la séduction, c'est compétitif, mec. Effectivement. Qu'est-ce que tu recherches chez une meuf, toi, en général? Franchement, moi j'ai des goûts sur le physique. Je cherche une fille super intelligente, avec un grand cœur. Et genre grande de taille et belle, tu vois. Une femme avec qui, tu sais, une femme pour qui tu te réveilles et t'es heureux de provide. Toi, tu verrais finir ta vie avec une seule femme. Tu penses que Je veux pas beaucoup possible. d'enfants. Et je pense que mon amour, Est-ce que tu penses à l'amour éternel déjà? l'amour est éternel. Pour qui, pourquoi? Inconditionnel, entre guillemets. Inconditionnel. Ouais, celui que ta mère te porte. Ta mère, elle te porte un amour inconditionnel. Sinon, je pense que tout a une condition. Tu vois, moi, je vais pas continuer à aimer quelqu'un qui me marche sur les pieds ou qui me veut du mal, tu vois. Moi, je veux juste trouver quelqu'un avec qui bâtir une dynastie. Toi, c'est important que ta meuf, elle soit investie dans ton business? Non. Pas du tout. Faut s'investir sur moi, par contre. Donc c'est important qu'elle prenne soin de toi. Ouais, franchement, qu'on ait de l'énergie, qu'on partage là les moments, tu vois. Aussi, si on fait des entreprises et qu'on veut gagner de l'argent, c'est pour avoir du temps. Et ce temps, tu veux le partager, tu veux le passer de la meilleure façon possible. Et je voudrais quelqu'un avec qui le temps, il est toujours incroyable avec cette personne, tu vois. Avec qui passer le temps et kiffer. Let's go, bro. Merci.